La vérification diligente pré-trade. Chaleureux bonjour à vous tous, chers amis passionnés des marchés. Aujourd'hui, on parle de discipline, plus précisément de discipline avant de se positionner. On va parler de vérification diligente ou de due diligence pour les intimes. C'est un principe simple, mais souvent négligé par les traders. Fait que je vais aussi vous faire un parallèle avec des exemples concrets de la vie là, d'entrepreneurs, par exemple. Si on veut acheter un immeuble à revenu, est-ce qu'on va simplement faire une offre d'achat sans condition puis aller au feeling ou est-ce qu'on va indiquer des conditions à réaliser puis à vérifier? Est-ce que vous allez prendre le temps de vérifier ces conditions-là, de les valider avant de l'acheter l'immeuble? Bien, je pense que oui, là, ces conditions-là que vous mettez sont là pour vous protéger d'un potentiel fiasco financier si vous ne faites aucune vérification, là, juste en mouillant le doigt et en regardant le vent dans quelle direction il va. Un autre exemple, si vous voulez acheter une entreprise existante, est-ce que vous allez vous fier aveuglément aux chiffres et aux informations que le propriétaire actuel vous donne ou vous allez prendre soin de valider ses états financiers? Est-ce que vous allez investir du temps et de l'argent pour demander à un expert de valider s'il y a des problèmes, de faire un audit? Est-ce qu'il y a un potentiel florissant? Est-ce qu'il y a des problèmes à venir ou vous y allez toujours au feeling? Je pense que la réponse dans ce cas-là vient d'elle-même. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va se questionner avant d'ouvrir une trade. Je disais tantôt que c'est souvent négligé. La raison, c'est que c'est tellement facile d'appuyer sur le bouton pour acheter un titre qu'on peut souvent être tenté de prendre des raccourcis et de ne pas les faire, ces vérifications-là. Puis aujourd'hui, on règle ça. On revient sur la bonne voie, on devient de meilleurs traders, puis on va travailler ça, la vérification diligente. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Si vous pensez que le sujet est intéressant, partagez-le aussi à vos connaissances. Ça va les aider, ça va leur permettre de démystifier le monde du trading qui est, quand on avance là-dedans, toujours plus grand que ce qu'on pense. Quand on avance et on devient confiant, on doit faire preuve d'humilité parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, puis il y a toujours des choses qui vont faire une différence dans nos résultats. Donc, abonnez-vous, puis invitez les gens à suivre l'émission, le podcast. Alors, je suis en compagnie de François, mon ami Fuji Master. Comment ça va, mon cher? Ça va super bien. J'ai bien aimé ton intro. Puis pour faire du pouce à qu'est-ce que tu dis, les due diligence, c'est pas si loin que ça. Je sais pas si vous vous rappelez qu'on était dans la pandémie puis l'explosion des prix des maisons. Le monde achetait des maisons sans faire des due diligence. Hein? Ouais. Puis là, présentement, pour faire un lien avec le marché boursier, mais là, de ce temps-ci, on entend beaucoup du monde qui regardent s'ils ont des recours, là, mais tu sais, c'est ça, quand tu n'as pas fait tes due diligence, mais tu signes sans garantie, sans avoir fait tes devoirs, puis là, il y a du monde qui ont des problèmes de maison, puis ils peuvent rien faire. Fait que c'est la même, pour faire un lien, c'est la même chose avec le marché des actions. Exact. Sinon, ça va très bien, un podcast super intéressant. Ça veut dire que les maisons, dans le fond, c'est les émotions, c'est la surenchère, c'est le fait que les gens ont laissé tomber le côté cartésien. Le FOMO, le fameux FOMO des marchés. Il y a des relations, on peut faire des liens dans tout, mais c'est ça, le FOMO. C'est ça. Fait qu'ils ont fait ça, puis on fait la même chose, nous autres, des traders. Fait que là, on va se lancer. J'ai mis une série de plein de patentes, là, on va pas faire un cours magistral, là, mais on va donner des exemples de qu'est-ce qu'on va inclure dans une vérification diligente. Mais avant d'aller là, je veux quand même faire la différence entre l'intraday et le swing trading ou le placement à long terme. Tu sais, quand François, il fait les trades le matin, les fusées, là, dont une que j'ai vu passer qui était magnifique, le setup, là, je me souviens plus du titre là, que tu as fait. C'était, on essaye que les podcasts soient pas dans le temps, là, mais bon, TVGN, c'est un titre en intraday, le setup était parfait, mais tu sais, le day trading, c'est ça, hein, on essaye d'être un snapper, d'attendre les trades parfaites, mais sur 10 trades, il y en a peut-être 3-4 qui seront pas bonnes, mais les 6 autres, en théorie, devrait payer. C'est ça. Fait que, c'est ça, mais la vérification, tu n'as pas besoin de vérifier s'il y a eu, je sais pas moi, effectivement. Dans le conseil d'administration ou des affaires. Tu fais ta trade, tu restes là quelques minutes, puis tu ressors. Fait que c'est un peu ça, mais tu peux quand même vérifier des choses. Est-ce qu'il y a une nouvelle économique qui arrive dans 5 minutes? Ça met un exemple en intraday, là.
Exactement. Tu sais, des due diligence, c'est sûr que quand on fait du day trading, il y en a beaucoup moins. Mais pour faire un lien avec parce que tu parles du day trading, pour faire un lien avec le day trading, nos due diligence, ce serait nos indicateurs. Tu sais, ça ne prend pas une vingtaine d'indicateurs, là, un bon volume, moyenne mobile, puis il y en a qui regardent des MACD. Fait que, nos due diligence en day trading, on en fait. Ouais. Mais c'est surtout basé sur des indicateurs. Mais après ça, quand c'est temps de faire du swing ou investir long terme, évidemment, c'est pas les mêmes. C'est ça. Puis en intraday, c'est live parce que, mettons un exemple, il est à 14 h, la Fed va annoncer son changement de taux d'intérêt. Ben, on n'ouvre peut-être pas une trade à 2 h moins 2, 13h54. Là. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé hier avec la Banque du Canada? La Banque du Canada qui ont abaissé leur taux de 0,5. On fait, pour le monde qui transige le marché des devises, le Forex, on ne prend pas de position avec une devise qui est balancée avec le dollar canadien à 5 minutes avant une nouvelle. Fait que, c'est un genre de due diligence à faire aussi. Là. Regarder le calendrier économique. Oui, puis même si, là, tu as parlé de la Banque du Canada, mais mettons la Fed, là, je me souviens, moi, l'annonce de la Fed le mois passé, de mémoire, j'avais une position sur AUD-GBP. Que dans ma tête, ça l'a sûrement influencé. Ouais. Ça l'a influencé quand même, ça a bougé pareil. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que pour l'intraday, c'était assez simple, on vient de vous le dire. Il n'y a pas tant d'affaires que ça, mais il faut quand même en être conscient. Tu n'ouvres pas non plus ta trade à 3 minutes avant la fermeture du marché. Il y a plein d'affaires comme ça qu'on peut faire attention. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer plus sur le swing puis des positions où on va on va avoir le titre en main pendant plusieurs jours, semaines ou mois ou même années. Puis là, on va regarder ça. Fait que là, je veux faire un coucou à Marc Laliberté aussi parce que quand j'ai préparé le contenu, je me souvenais de Marc. Marc, qui m'a fait travailler là, il y a peut-être l'année passée, là, quand on parlait de croissance d'entreprise, tout ça, puis ça fait partie de la réflexion d'aujourd'hui. Donc, merci Marc d'être là et d'exister. Sinon, Marc, je ne sais pas si tu te rappelles, moi, ça m'avait marqué. Un de ses due diligence à lui qu'il fait, quand il achète, mettons, quand il investit dans des compagnies, exemple, de restauration, ou ça m'a fait penser l'autre jour, c'est Foot Locker. C'est quoi sa due diligence, lui? Il va s'asseoir devant le magasin. C'est ça. Puis il y a un line-up. Il regarde le line-up. Fait que c'est un due diligence comme un autre, ça. Exact. Je ne l'avais pas mis dans la liste, fait que c'est bon de se le rappeler. C'est vraiment intéressant. Donc, la première chose que je veux qu'on regarde ensemble, c'est est-ce que l'entreprise fait de l'argent? Hein? Quand on se positionne, est-ce que depuis, pas juste de l'argent dans les derniers trimestres, depuis 5 ans, mettons. Ça, c'est une chose à vérifier. Puis, Patrick, c'est quoi faire de l'argent? On parle-tu avoir des revenus ou avoir des bénéfices nets? Je pense que c'est plus important les bénéfices nets. Effectivement. Les bénéfices nets. Puis même, ce qu'il faut faire attention, parce que même j'ai vu un freak, moi, que toutes ces affaires-là que je vous dis, là, avant de se positionner, il ne regarde même pas ce qu'on voit dans TradingView. Il ne fait pas confiance à l'info. Il va aller vérifier dans l'annonce du earning. Quand ils font l'annonce, l'entreprise, il y a un rapport. Il va aller lire le rapport pour aller corroborer. Puis les conference calls. Oui, puis il a vu des différences. Fait que les chiffres ne sont pas tout le temps parfaits. Ouais. Des anomalies versus un fournisseur. Versus sur TradingView, qu'est-ce qu'il nous donne comme info, tu sais. Puis ce que j'ai aussi, c'est intéressant ce sujet-là, puis ce qu'il faut aussi réfléchir, c'est que, tu sais, des entreprises, ils ont une comptabilité souvent d'exercice, contrairement à une comptabilité de caisse. Comptabilité de caisse, c'est quand le paiement se fait, on va comptabiliser. Comptabilité d'exercice, c'est quand on fait la facture ou quand on vote les choses, tu sais. Fait qu'ils peuvent jouer avec ça. Autrement dit, mettons, là, tu as le revenu net, mais tu as le revenu net dans l'état financier, c'est un peu fiscal, tu sais. Ils vont prendre de l'amortissement sur leurs immeubles, sur leur flotte de véhicules. Ils vont, ça, tu sais, si on va aller plus loin, on pourra aller fouiller, voir qu'est-ce qui a fait en ça. Tu sais, je pourrais être meilleur, je suis transparent et humble. Souvent, je prends des raccourcis là-dedans. Et plus j'avance là-dedans, plus je me rends compte que je pourrais être plus rigoureux, dans le fond, à aller fouiller, tu sais. Puis j'ai réalisé aussi, il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce qu'ils appellent le free cash flow, ce qui reste à la fin de l'année, tu sais, dans ton cash flow de l'entreprise. Puis là, tu te dis, OK, c'est beau, free cash flow, mais dans cette année-là, y a-tu emprunté? Ils ont-tu émis des nouvelles actions? S'ils ont émis des nouvelles actions, bien, d'un, ça dilue nos actions. Puis des fois, il y a des stratégies que les entreprises font. Ils
ils vont peut-être racheter des actions juste pour mousser le prix de leurs actions, que l'action monte et que les actionnaires soient contents. Puis quand ils achètent des actions, ben, dans le cash flow, c'est un cash flow négatif, mais ils ont racheté des actions. Donc, on pourrait aller voir plus loin que juste le petit chiffre qu'on voit dans TradingView pour ceux qui sont habitués là en bas à droite, là, quand on regarde dans les chiffres. Tu me l'apprends, ça. On le sait qu'il peut y avoir des erreurs partout, mais c'est quand même à vérifier. C'est ça, tu peux y aller d'une belle analyse, mais puis là, ça dépend aussi du montant que tu investis. Si tu investis 150$, tu prends une action d'un titre à 150$, tu n'as peut-être pas besoin de mettre la même énergie que si tu mets 15 000 ou 50 000 ou 100 000, ou c'est pas le même temps. Mais la réflexion que moi j'avais dans ces positions-là, puis quand on fait des options, ça monte vite par tranche de 100, là, les positions sont plus grosses. Puis là, j'avais justement la réflexion de dire, crime, quand j'achète un immeuble, ma vérification diligente prend plusieurs heures. Qu'est-ce que ça fait que je prends, mettons, 25 minutes, 30 minutes de plus avant de me positionner pour m'assurer de checker plus de choses. Fait que c'est une réflexion, puis je suis pas encore, je suis pas le maître absolu, là, je chemine là-dedans, mais plus j'avance, plus je me rends compte que tabarouette, on peut fouiller longtemps. Là. Puis c'est pas pour rien que Warren Buffett, il lit 6 à 8 heures par jour. Là, c'est ça. Puis là, je veux pas gronder, puis je veux pas gronder nos auditeurs, mais faire ses due diligence, c'est pas aller sur un groupe Facebook. C'est ça que j'essaye de montrer avec des trading. C'est pas d'aller sur un groupe Facebook, puis qu'est-ce que vous pensez du titre XYZ? Oui, exact. Puis c'est correct, le monde a leur opinion, c'est correct, mais sur 100 commentaires, il y en a 50 qui vont dire c'est bon, il y en a 50 qui vont dire c'est pas bon. Fait c'est correct de demander l'avis général au monde, mais il faut quand même faire, un peu comme Patrick dit, là, nos propres due diligence. Là. Exactement. Puis, même affaire, quand tu vois quelqu'un dans un forum nommer un titre. Fait que là, tu dis, OK, le gars, il dit, moi, je suis en position que ça, Ben, ça ne veut pas dire qu'il est bon, là. Tu sais même pas c'est qui le gars. Moi, je suis en position dans ça, mais on va pas prendre ça parce que l'autre le pris, tu sais pas, Fait que oui, tu peux dire, je vais aller voir le titre, je vais aller vérifier mon analyse. C'est ça. Chaque personne a un profil d'investisseur différent, là. Exact. Il y a quelqu'un qui peut embarquer pour une semaine, mais toi, tu es là pour le long terme, fait que c'est complètement différent. C'est complètement différent, Puis, mais quand ça arrive, moi, j'aime ça les regarder les titres des gens. Je les tape, je les regarde. Oui. Puis je vais le voir, puis je dis, OK, non, ça marche pas. Souvent, ça marche pas pour moi. Mais s'il y en a un là-dedans qui est bon, ça peut permettre de continuer. C'est à force d'une communauté, là, je dis des fois, c'est pas bon, on demande un titre XYZ de l'avis des gens, mais il faut avoir notre propre idée, mais exact. Ça arrive souvent là, dans notre groupe, là, quelqu'un qui parle d'un titre, genre, je vais aller le regarder. C'est la force d'un réseau. Là, exact. De s'inspirer. On s'inspire les uns les autres. Oui. On se donne des idées. Fait que ça, c'est super. Puis là, pour clore un petit peu la portion revenu net, là, c'est avec Marc, la croissance dans la croissance. Est-ce que d'année en année, ils font plus de profits et plus de revenus bruts aussi? Donc, quand on a ça, c'est vraiment une belle équation. C'est de toute beauté. Puis on sait qu'il y a un momentum, puis il y a quelque chose qui se passe, puis l'entreprise, ça donne un indice qui est dynamique, qui vont continuer de pousser. Donc, c'est ce qu'il faut regarder, vérifier ça, mais creuser plus loin, là. Toujours un petit peu plus loin là-dedans. Pour faire juste une petite parenthèse, là, les croissances futures, il y a un indicateur, ça s'appelle le Forward PE ratio. Donc, à voir, là, ça c'est comment qu'ils voient leur ratio dans 12 mois. Ça peut être une façon intéressante aussi de voir s'ils pensent que le titre va croître là, au courant des... Exact. Pas nécessairement le titre, là, mais si les chiffres, le fondamentaux est intéressant pour les 12 prochaines années. Là. Ça, c'est intéressant. Je le regarde pas beaucoup. Je vais me mettre à le regarder plus, ce chiffre-là. Donc, c'est un ratio de plus à regarder, mais c'est parce que là, tu parles de maths, la croissance dans la croissance, mais on peut rajouter ça à nos outils de coffre à outils. On peut imaginer une compagnie, mettons, qu'elle a une belle croissance comme ça, puis que la compagnie, pour moi, il y a une loi du gouvernement qui vient d'être votée que ça fait qu'elle ne peut plus vendre son produit, c'est fini pareil, là. C'est comme... il peut arriver des choses quand même. Fait que je trouve ça intéressant, effectivement, de regarder ça.
Un autre point qu'on va aller vérifier, que moi, je trouve vraiment important, puis ça, c'est encore, je pense que je l'ai parlé dans d'autres podcasts, puis c'est inspiré de Redalio, mais est-ce que le titre est corrélé avec un autre ou d'autres titres dans mon portfolio? Est-ce que j'augmente mon risque parce que les titres ont le même mouvement de façon générale ou il n'y a pas de relation? T'sais? Idéalement, on ne veut pas de relation. Puis ça, je le fais systématiquement, puis j'en élimine. OK, lui, je ne peux pas le faire là parce que j'ai l'autre titre. Quand l'autre titre ne sera plus là, on verra il est rendu où. Mais il faut le faire. Il y a des outils pour ça. C'est pas évident à trouver les outils pour ça. Quand on l'a, on est content. Mais c'est sûr qu'il faut regarder ça. Puis ne serait-ce que, à la limite, d'aller dans TradingView, puis vous avez votre titre, puis là, vous dites comparer avec. Puis là, vous mettez un deuxième titre. Puis là, vous voyez la ligne des prix. Est-ce que ça se ressemble ou c'est complètement différent? Ça pourrait être juste ça. Mais au moins qu'il y ait un travail qui soit fait avec ça, là, sur la corrélation. Pour donner un exemple concret, cette semaine, il y a quelqu'un qui dit dans mon portefeuille, moi, je veux être exposé au Bitcoin. Puis il dit, je possède Mara puis Riot, R-I-O-T. Tu sais, c'est deux compagnies qui vont suivre le cours du Bitcoin en général. Ouais. Fait que, tu sais, si exemple, tu as 50% de Rio puis 50% de Mara, mais tu es comme 100% pareil dans le même produit. T'es all-in, puis bien souvent, les gens ne le savent même pas. Tu sais, ils savent pas ils n'ont pas regardé, ils ne savent pas, puis ils savent pas. C'est ça. Des fois, c'est évident, mais par exemple, dans les titres d'énergie, le monde va prendre une pétrolière, puis après ça, ils vont prendre un autre titre, mais c'est quand même relié au pétrole. Exact. Puis, encore là, c'est pour ça qu'on, pas qu'on conseille, mais on dit au monde d'y aller avec des FNB, souvent des FNB, mais ils vont prendre un melting pot de plein de compagnies dans le même secteur. Fait que, tu sais, puis après ça, tu prends un FNB d'exemple d'énergie, puis après ça, tu prends un autre FNB de crypto-monnaie, exemple. Mais tu sais, c'est vraiment pas corrélé, là. Fait que quand on fait en anglais, ils disent du cherry picking, là, quand on essaye de prendre des titres un par un, mais comme Patrick dit, c'est important de vérifier que les deux ne soient pas corrélés parce que souvent, vous allez voir un titre exploser, puis là, il y a un autre titre qui explose, vous allez dire, c'est deux titres intéressants, mais les deux sont corrélés presque à 100%. Exact. Super. Donc, on passe à l'autre point que j'ai, puis c'est aussi intéressant parce que tu as parlé d'FNB, puis moi, j'ai FNB et indice dans la tête, mais est-ce que le titre a tendance à faire des gaps? Tu sais, le titre tu vois qu'il y a plein de trous un peu partout, puis en haut, en bas. Fait que là, tu dis, il y a des réactions vives à des événements dans ce titre-là. Tu sais, ça veut dire que les investisseurs, ils le surveillent, puis quand ils ont un doute, ils se retirent, ils reviennent. Gros. Ça peut mettre un risque. Tu sais, mais malgré ça, ça ne veut rien dire parce qu'à un moment donné, j'avais un titre, j'avais regardé, il n'y avait pas de gap, ça, puis j'embarque, puis dans l'heure après que j'embarque, il y a comme un genre de scandale sur potentielle fraude, justement, du conseil d'administration envers les investisseurs. Fait que là, ça a fait un gros gap, 28% en bas. Puis 3 jours plus tard, il y avait un earnings. Puis là, quand ils ont fait l'annonce, il est revenu au prix. Tu sais, l'annonce était bonne. Fait que probablement qu'ils ont pris ça en main puis ils ont changé la façon de présenter leur rapport de résultats. Là, tu sais, mais on vit des émotions. Tu sais, fait que quand il y a des gaps, c'est sûr que si on met notre argent là, on ne le regarde pas, on s'en fout. Mais quand on est actif, moi, je suis actif, je les regarde. J'aime pas ça. J'aime ça, les gaps par en haut, mais j'aime pas ça, les gaps par en bas. Puis quand le titre, il y a beaucoup de gaps, attendez-vous, est-ce qu'il va y avoir potentiellement des gaps. Tu sais, mais un FNB sur le S&P 500, mettons, le SP, lui, c'est le Y. SPY, oui, c'est ça. Le SPY, c'est le S&P 500. Lui, il va suivre. Lui, il n'aura pas des gaps. Tu sais, fait que quand tu dis un FNB, automatiquement, tu as moins de gaps là-dedans. Après ça, est-ce que l'entreprise vaut quelque chose? C'est une valeur positive. Est-ce que l'entreprise, tu sais, elle vit juste avec, mettons, les entreprises en marijuana, là. Tu sais, c'était du monde qui mettait de l'argent, mais l'entreprise, elle vaut rien. Fait que, tu sais, là, ça devient de la spéculation. Tu sais, est-ce que le fonds d'entreprise, est-ce qu'elle a des possessions? Est-ce qu'elle possède des immeubles? Est-ce que, tu sais, ça, c'est dans l'optique où tout tomberait, puis il faudrait liquider, mettons, l'entreprise. Puis on est actionnaire. Si l'entreprise, elle vaut zéro, on va avoir zéro, mais si elle a des valeurs ou des comptes à recevoir ou des choses comme ça, ça va nous aider, dans le fond, à s'en sortir si jamais ça ne va pas bien puis ça plante. Le scénario catastrophe. Moi, c'est une chose que je voulais mentionner aussi. Après ça, comment se comporte le titre lorsque dans les précédents crashs ou crises économiques ou mauvaises nouvelles?
est-ce qu'il remonte? Tu sais, quand il tombe, est-ce qu'il revient ou il reste en bas? On en voit beaucoup des titres comme ça, que c'était super haut, là, puis à un moment donné, pouf, ils se mettent à dropper, puis ça revient jamais. Ben, le meilleur exemple, c'est le secteur cannabis, là, en 2017-18. Quand les marchés ont corrigé fortement, ces titres-là n'ont jamais vraiment remonté, là. Mais écoutez, je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais prenez tous les titres du Dow Jones, d'exemple, c'est les 30 plus gros titres, 30 grosses compagnies aux États-Unis. Après un crash, là, ou une bonne correction, la majorité de ces titres-là remontent. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est des bonnes opportunités. Puis, tantôt, tu parlais de faire nos devoirs. Exemple concret, McDonald's a tombé, je pense, de 7% hier parce que bactéries E. coli, donc il y a eu une chute de 7%. Puis le monde, ils disent « Ah, ben McDonald's, c'est de la malbouffe, tout ça. » Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais McDonald's, quand on investit dans McDonald's, on investit dans une compagnie qui a un gros parc immobilier. Exact, ouais, c'est ça. Donc, des fois, il y a des petites twists, là, tu sais. Ouais. C'est comme acheter un titre de cannabis. La plupart, on achetait des compagnies qui fabriquent du cannabis, mais, tu sais, ils ont-tu les installations? Tu sais, si ces compagnies-là possèdent une cinquantaine d'entrepôts, mais là, c'est une autre histoire. Exact. Bref. Que s'ils sont locataires ou s'ils sont, peu importe. C'est ça. C'est ça. OK, ça, c'est intéressant. Après ça, tu sais, est-ce que vous prenez le temps de regarder les nouvelles du moment là, sur le titre? Tu sais, il y a un bel outil sur daytrading.net, /outils, que vous pouvez aller voir, que vous allez avoir les nouvelles. Fait que quand il y a un titre qui bouge comme ça, vous pouvez aller voir. C'est intéressant de dire. Puis moi, c'est sous cet outil-là, là, quand je disais qu'il n'y avait pas eu la fraude du CA, je suis allé sur mon outil, j'ai tapé le titre. Ah, ben là, il vient d'avoir ça qui est sorti, tu sais. Fait que tu as la vérité, mais c'est mieux de le faire avant que de le faire après. Puis cet outil-là, c'est celui qui parle avant moi qui l'a développé en partie. Donc, c'est l'outil des trading, mais c'est quand même Patrick, là, il a travaillé quand même beaucoup sur cet outil-là. Donc, utilisez-le. Comme Patrick, utilisez-le. Non, ben tu sais, ça a été fait en partenariat avec Patrick, là. Fait que, tu sais, un trader puis un maître informatique en arrière qui plug des affaires comme il faut, cet outil-là, bref, il est sous-utilisé selon moi. Donc, allez sur le site web, là. Merci à Martin de nous avoir aidé aussi. Martin. Aussi. Vraiment, aussi. Ça a été très, très utile. Après ça, c'est quoi tu sais, des choses, c'est quand même de base, mais c'est quoi la volatilité en ce moment? Ça va peut-être t'aider à mettre ton stop-loss. Hein? Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des résultats financiers à venir dans 2 jours? Peut-être mieux d'attendre, tu sais, ou de dire, OK, je prends chance, puis on verra bien. Mais tu sais, s'il y a une mauvaise nouvelle, mettons, tu le veux, le titre, tu veux l'acheter. C'est sûr, s'il y a une bonne nouvelle, ça part de l'autre bord, tu n'es pas là, si tu as attendu. Mais si tu as attendu, il y a une mauvaise nouvelle, tu as une meilleure opportunité. C'est un Bon, oui, pour faire une parenthèse, pour le day trading, puis même pour le swing trading, puis même pour le long terme, là, un indicateur de volatilité qui permet de savoir c'est quoi les fluctuations récentes du titre, là, le Average True Range, le ATR. Pour ceux qui font du day trading, là, ça vous dit le titre, il bouge de combien là, avec sa volatilité. Donc, tu sais, des fois, c'est 50 cents. Fait que le monde, ils disent, ben, où est-ce que je place mon stop? Mais tu sais, si le titre bouge de 50 cents fréquemment, mais on ne met pas un stop à un mouvement de 5 cents. Là. Fait que, il faut se laisser du jeu. Exact. Fait que, bref, pour parler de volatilité, là, un bon indicateur, là, le ATR. Regardez ça sur TradingView ou les autres plateformes. Là. Exact. Après ça, le dernier, dans la liste, est-ce que l'entreprise vote des dividendes aux actionnaires chaque année ou pas? C'est un détail, mais ça fait un petit bombe là, si, mettons, t'es pris avec ou ça a baissé, mais tu as quand même un revenu qui rentre le temps que tu attends qu'il revienne ou si en plus, il y a une croissance puis tu as un dividende, ça augmente encore ton rendement. Tu sais, ça serait une autre chose à regarder, mais je pense pas que ça soit ça le point du deal breaker. Là. Tu sais, les dividendes, c'est un bonus dans ma tête. C'est pas toi, François? Ouais. Ben, c'est ça un dividende, hein? C'est un cadeau que l'entreprise donne. C'est ça. Donc, c'est ça. C'était l'initiation au due diligence qu'on voulait vous offrir. C'est pas exhaustif, hein, évidemment. Ça peut toujours être meilleur. J'en avais d'autres. On a gardé petite gêne parce que là, c'est sûr qu'on pourrait continuer des heures et des heures. Puis on aurait pu aller plus en profondeur à chaque point aussi. Mais le but, c'est de vous inspirer, vous inciter à créer votre propre liste. C'est ça qui est intéressant. Avez-vous un checklist où c'est dans votre tête? Quand c'est dans la tête, moi, je peux garantir à 100% qu'on va en oublier. On va en oublier. Tu sais, s'il y a un checklist, là, c'est discipline. Là, je me parle à moi-même. J'ai un checklist. Des fois, je le botche. Je le dis, là. Des fois,
Pourquoi? Juste parce que je suis paresseux? Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Donc, soyons rigoureux, là. Tu sais, puis là, l'autre affaire aussi que j'ai bien aimé, à un moment donné, un trader qui m'a parlé de ça, puis j'ai dit, Kim, ça fait bien du sens. On pense souvent en termes de, hey, tu sais, pourquoi je veux la faire, la trade? Qu'est-ce qui fait qu'elle va marcher? Qu'est-ce qui fait qu'elle va marcher? Mais lui, il m'a appris ça. Et aujourd'hui, j'approche ça un peu de même. Mais pourquoi je ne devrais pas l'apprendre? En partant, on ne l'apprend pas, la trade. Convainc-moi que je dois l'apprendre. Pas la même approche pantoute. Puis on accepte plus de ne pas les prendre aussi, les trades, parce que des fois, c'est dur. Tu as beaucoup de points qui marchent, puis là, il te manque une coupe de points, puis là, tu te dis, je le fais-tu, je le fais pas. Puis là, souvent, l'émotion, ça fait quoi, hein, François? On y va, tu sais. On veut trader. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Non, puis, tu sais, c'est quoi la petite étincelle qui fait qu'on y va pas, malgré qu'on a fait nos due diligence des fois. Puis ça, tout le monde, on aimerait ça de l'acheter, là. Moi, je n'achèterais une caisse, là, mais, tu sais, c'est l'expérience. L'expérience, mais le feeling. Tu sais, si vous suivez un titre, là, moi, il y a quelqu'un qui suit le titre, je pense, c'est Delta Airlines, mais il dit, je le connais, le titre, je le trade tout le temps. Fait que, tu sais, ça, c'est le feeling, c'est le réflexe. Ouais. Donc, il y a des heures avec, tu sais, il y a une intimité. Ben oui. Il y a une relation. Comme un couple. C'est ça. Il sait que, tu sais, en couple, des fois, on le sait que si on dit une chose d'une façon, ça peut aller du mauvais bord ou du bon bord. Tu sais, on se connaît comme couple, mais je pense que c'est la même affaire. C'est une belle... Oui. C'est ça. Donc, en conclusion de tout ça, tu sais, là, on comprend, tu sais, j'espère, l'importance de prendre son temps, de faire ses vérifications, de s'assurer que ça répond à nos critères. Puis si ça répond pas, ben de ne pas se gêner à dire, regarde, je la ferai pas. Puis après ça, ben faut... Si ça y va du bon bord puis on l'a manqué, ben il faut l'accepter aussi. Tu sais, ça vient des fois avec un deuil parce qu'on ne l'a pas fait, mais il ne faut pas regarder juste celles qui sont parties en haut sans nous. Il faut regarder toutes celles qui seraient parties en bas avec nous si on n'avait pas cette discipline-là. Tu sais. Patrick le poète. Bon, ben, justement, ça m'introduit pour la maxime. J'aurais pu prendre celle-là, ça aurait bien fité, mais c'était sur le flag. Donc, le trader discipliné qui suit et respecte sa checklist évitera assurément les erreurs les plus coûteuses de sa carrière. Alors, on vous souhaite bonne semaine et bon trading.